Depuis toujours, notre alimentation a changé, s'est enrichie et a innové. Elle s'est adaptée à notre évolution, aux ressources disponibles et à nos préférences gustatives. Mais un nouvel aliment pourrait bien déstabiliser nos habitudes culinaires. Car depuis peu, il se murmure que notre future alimentation reposerait sur les insectes. Et c'est la très sérieuse Organisation des Nations Unies pour l'alimentation qui le recommande. Car dans quelques dizaines d'années, nous serons plus de 9 milliards de bouches à nourrir, nous obligeant à trouver des alternatives alimentaires. En salade, en sauce ou en ragoût, les insectes sont riches en protéines, mais aussi en vitamines et minéraux, devenant de sérieux concurrents face à nos traditionnels beefsteaks ou poulets rôtis. Et ils sont aussi bien moins polluants à produire et prennent très peu de place. Seulement, un problème demeure. Les insectes nous dégoûtent. Une répulsion bien ancrée dans notre culture, et ce, depuis de nombreux siècles. Serons-nous alors capables de dépasser nos préjugés pour déguster des pâtes au grillon ou autres salades au criquet ? Mon père a créé son élevage de poulets il y a plus de 30 ans. Donc nous avons toujours eu l'expérience de l'élevage. Et nous voulions nous développer. Non pas en produisant plus de poulets, mais en diversifiant notre activité. Et c'est là que nous avons entendu parler des insectes. Nous avons alors fait des recherches et ça nous a convaincus. On a décidé de se lancer et c'est comme ça qu'est née cette ferme. Ok, nous allons commencer avec la salle d'incubation. C'est ici que les bébés grillons naissent chaque jour. Ici, vous pouvez voir les bébés grillons dans leur boîte. Tout ce que vous voyez ici, ce sont des nouveau-nés. Là, ils sont tout jeunes, ils n'ont que quelques heures. Nous vidons ces boîtes tous les matins et tous les après-midi pour les transférer dans les boîtes d'élevage. Comme vous pouvez le voir, ils datent du 24 septembre. Je crois que c'était hier ou peut-être aujourd'hui. Ils ont à disposition de l'eau et de la nourriture. Et ils vivent ici dans ces cartons, où ils ont leur propre espace de vie. Parfois, nous appelons ça des hôtels à grillons. Et ils restent ici 37 jours, c'est-à-dire toute leur vie, et ensuite nous les récupérons. Ici, vous pouvez voir où ils vont pondre leurs œufs. Un grillage sépare la boîte en deux, et instinctivement, les grillons vont pondre leurs œufs ici. Je pense qu'il y a environ 200 000 grillons qui naissent chaque jour. Il y a sans doute plus de grillons ici que d'habitants en Hollande. La plupart du temps, quand ils ont assez de nourriture et assez d'eau, ils se sentent bien dans leur boîte et ils restent à l'intérieur. Mais par exemple, s'il manque quelque chose ou si on est en retard pour les nourrir, ils vont aller chercher ce qui leur manque et ils vont s'enfuir. Ouais, ceux-là se sont échappés. L'aspect durable est bien sûr très important, car il y a de plus en plus de gens sur cette planète, et il va falloir nourrir tout le monde. Et ce n'est pas possible de le faire avec l'agriculture traditionnelle, comme les poulets, le bœuf ou le porc, parce qu'il n'y a simplement pas assez d'espace pour produire les céréales nécessaires pour nourrir ces animaux et assurer notre nourriture. Mais le problème, c'est que les gens n'aiment pas les insectes.
Quand ils les voient, les gens trouvent qu'ils sont un peu répugnants. Pour nous, le défi, c'est d'abord de les rendre appétissants et ensuite de convaincre les gens que c'est un bon choix. Consommés par plus de 2 milliards de personnes à travers le monde, les insectes destinés à l'alimentation sont élevés depuis près de 20 ans en Hollande. Et aujourd'hui, ils font discrètement leurs premiers pas en France. Bien qu'ils soient loin de nos standards alimentaires, nombreux sont ceux qui croient en leur potentiel et se lancent sur ce nouveau marché. C'est qu'ils ont de sérieux arguments pour se faire une place dans nos assiettes. Car les petites bêtes sont bourrées de protéines et surtout très écologiques. Pour produire 100 grammes de bœuf, il faudra compter 1 kg de végétaux, alors que 200 grammes suffisent pour en produire 100 de criquets. Et le criquet aura besoin de 20 fois moins d'eau que son concurrent bovin. La production de 100 grammes de verre de farine entraîne jusqu'à 100 fois moins de gaz à effet de serre que celle de 100 grammes de viande de porc. Une donnée non négligeable alors que nous commençons à ressentir les premiers effets du réchauffement climatique. Mais l'élevage d'insectes offre de nombreux autres avantages. Il prend peu de place et pourrait répondre aux problèmes d'espace que va bientôt rencontrer notre civilisation. Et il grandit vite, très vite, pour terminer en quelques mois sa croissance, quand il faut plusieurs années à un mammifère. Car malgré leur petite taille, les insectes sont des concentrés de nutriments. Le grillon, par exemple, contient plus de fer que des épinards et autant de vitamines que le bœuf. Et il supplante même la viande en affichant le plus haut score de protéines. Mais malgré toutes ces qualités, grillons, criquets et vers de farine sont affublés d'une réputation peu reluisante. Comment rendre alors un asticot alléchant ou une sauterelle appétissante ? Voilà, maintenant, il y a une odeur qui est sympa, un peu noisetier, forestier, un peu céréales. Alors, de manière quasiment unanime, les gens sont dégoûtés. Je pense qu'effectivement, au début, il va falloir convaincre les gens, et pour convaincre les gens, il faudra les cacher. Mais là, comme vous pourrez le voir tout à l'heure, c'est relativement vite. Une fois que les gens ont mangé quelques recettes avec des insectes invisibles, bah, ils se posent beaucoup moins de questions et se lancent dans le entier, dans l'insecte entier. Ah, c'est pas mal du tout. Là, on va plutôt en fait dissimuler les insectes. C'est l'une des premières recettes qui part. Donc en fait, ce que je veux, c'est que les gens en arrivant, ils ne soient pas tout de suite assommés par un choc psychologique avec la petite bébête qui les regarde dans les yeux. Au fur et à mesure que les plats vont succéder, on va arriver au criquet géant qu'on voit là. Mais normalement, quand ils en sont là, les gens n'ont plus peur. Laurent Schneider propose des ateliers gustatifs pour initier le grand public aux saveurs des insectes. Après, à partir de là, c'est sûr que ça se gâte. Tous d'accord, je trouve que visuellement, ça regarde comme c'est joli. Là, c'est le foie. Là, ça, je peux pas, ça. Ah non, c'est... Quand on sera là, t'inquiète pas. J'aurais voulu poser une question. Qui a déjà mangé des insectes ici ? Moi, je parie avec vous que tout le monde en a mangé. On mange entre 500 grammes et 1 kg d'insectes par an et par personne. On trouve des fragments d'insectes principalement dans la farine, dans tous les biscuits que vous achetez, dans le chocolat, dans les pâtes à tartiner, dans les jus de fruits, dans tout ce que vous achetez en fait de près dans les supermarchés. Sachant ça, ce soir est juste une soirée normale. Je vous invite à vous approcher du buffet, commencez. Vous nous direz ce que vous en pensez. J'ai un truc, moi il n'est pas mixé là, regarde celui-là. Rien du tout. Mais c'est un champignon. Ah non, ce n'est pas un champignon. Bah, tu vois bien que c'est un champignon. Non, je vais te le montrer, ce n'est pas... Non, ça c'est un verre de farine. Non, regarde, il est énorme. Voilà, ouais. C'est pas normal. C'est un champignon, maman. Là, ils sont invisibles. Non, il y a une patte. C'est pas un champignon. Mais t'es psychoté, Et le scénario, il est toujours à peu près le même. Il y a en premier le dégoût. C'est la réaction initiale des gens. Après le dégoût vient un peu la crainte.
On est sûr qu'on va manger ça? Est-ce que c'est sûr que c'est bon? Est-ce qu'on va pas tomber malade? Mais heureusement, on a quand même une petite touche de curiosité qui fait que on va être tenté de goûter. Et une fois qu'on a goûté, on arrive à rationaliser et se dire « mais en fait c'est bon ». Donc pourquoi se freiner? Alors de là à prendre plaisir à manger un insecte au cours d'un atelier et à se nourrir d'insectes au quotidien chez soi, il y a un monde. Mais c'est comme ça qu'on démarre. Et voilà, regardez, vous étiez sceptique. C'est quand on va arriver... La première étape, je l'ai passée. La deuxième étape déjà, elle va être plus compliquée, je pense. Oui, j'ai bien vu la deuxième étape avec la ratatouille. Ah, c'est pas une ratatouille. Oui, enfin, j'ai bien vu qu'il n'y avait pas que de la ratatouille. Dans d'autres pays, ils vont être dégoûtés par nos escargots ou les huîtres. Et c'est purement culturel, comme l'étaient d'autres aliments dans le passé. On connaît tous l'histoire de la pomme de terre. On connaît moins l'histoire de la tomate qui a été consommée uniquement sous Catherine de Médicis, qui jusque-là était une plante ornementale. Je trouve ça bon. Vraiment, j'aime bien je pense à ce que je mange. Donc ça, c'est peu complexe. Oh là là, je vais le cacher dans le... Je vais le noyer un peu dans le truc. Pour populariser un aliment, on essaye de le rendre appétissant. Donc autant marier des produits qu'on aime bien tous et sur lesquels on rajoute des petites bébêtes. Donc là, il y a des bébêtes visibles et il y a des bébêtes invisibles. Techniquement, je suis incapable de mettre ces bestioles dans ma bouche. C'est pas une phobie, hein, mais je préfère les voir par terre que dans mon assiette. Même s'ils sont grillés, qu'on me dit que c'est croquant, qu'on sent rien, que ça a un goût, je n'arrive pas à franchir le pas. Bon alors maintenant, vous êtes tous ceinture noire des insectes. Donc c'est le temps de goûter les criquets. Vous ne laissez pas influencer par votre regard, par ce que vous voyez. Laissez-vous influencer par ce que vous avez déjà vécu. Ce que je conseille, c'est de prendre le criquet, d'enlever les ailes, et vous pouvez tout manger. Ah non. Oui. Ouais. Même la fille, elle les a. Ferme les yeux. Voilà. Allez. Ouais, c'est dur quand même. Hein. C'est dur parce qu'on voit ses yeux et on se dit c'est un long machin et on se dit c'est une libellule un peu. Et en fait, ça fait peur parce qu'on se dit on mange une libellule quoi. C'est bizarre quoi en fait. Hein. Mais on n'est pas habitué. Mais bon, c'est une question de culture et puis il faut retirer un peu les filtres et puis les appréhensions et puis après ça passe tout seul quoi. Je venais plus par curiosité, pas forcément avec l'envie de goûter et surtout en me disant j'y arriverai pas quoi. J'ai vraiment eu de la peine à me détendre les 4 premiers quoi. Et bizarrement il y avait une virine avec le criquet là qui était le plus spectaculaire. J'ai eu de la peine parce que les yeux ça me révulsait un petit peu, mais en même temps c'est là je trouve c'est dans cette virine là où j'ai plus senti le goût. Pourquoi est-il si difficile de manger des insectes pour les Occidentaux? Nous sommes en réalité frappés de néophobie. Naturellement, l'aliment nouveau nous fait peur. Un sentiment que nous aurions conservé des mauvaises expériences alimentaires de nos ancêtres. De ces derniers, nous avons aussi hérité de quelques préjugés sur l'insecte. Ils sont laids, sales et insignifiants. Des petits êtres que nous avons du mal à cerner et qui pourtant existent depuis des millions d'années. Romain Garouste, paléo-entomologiste au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, a découvert le plus vieux fossile d'insectes complet au monde. Strudiella est en effet âgé de 365 millions d'années. L'origine des insectes est encore un petit peu un mystère, c'est-à-dire qu'on retrouve des fossiles insectes, les premiers fossiles insectes datent de la période du Dévonien, donc c'est un petit peu après 400 millions d'années, et ils sont très rares. Et ils sont en relativement mauvais état parce qu'on pense que c'était des insectes moins résistants, donc des petits organismes d'origine marine et aquatique qui seraient petit à petit venus coloniser les sols humides d'abord, puis après une sorte de sortie des eaux
pour vraiment s'affranchir du milieu humide et coloniser le milieu terrestre. Et c'est après, à la période du Carbonifère, que là, on a une faune d'insectes déjà assez bien constituée, avec des libellules, donc des libellules de très grande taille, qui commencent à apparaître, et plusieurs lignées, et ce qui fait dire que, en fait, nous vivons sur la planète des insectes depuis plus de 300 millions d'années. Les insectes sont apparus avec l'arrivée des plantes terrestres, alors que notre planète ne comptait que 3 gigantesques continents. 80 millions d'années plus tard, ils devenaient les premiers êtres volants de la planète. À cette époque, ils étaient omniprésents, mais surtout gigantesques, grâce à l'abondance de nourriture et l'absence de prédateurs. Les 1000 pattes pouvaient faire 2 mètres de long et les libellules atteignaient jusqu'à 80 cm d'envergure. C'est l'apparition des vertébrés qui a mis fin à ce gigantisme. Au Permo-Trias, il y a 250 millions d'années, une nouvelle évolution leur permet de se métamorphoser. Puis, au Crétacé, apparaît enfin la pollinisation, où l'insecte se rend indispensable à la reproduction des plantes. Le Permien, c'est une période assez extraordinaire, en partie parce que les fossiles sont rares, donc on met en général beaucoup de temps pour les trouver. Et ici, il m'a fallu environ une dizaine d'années entre le moment où je me suis dit je vais essayer de trouver des insectes et des traces fossiles dans ce Permien du centre Var, et le moment où j'ai trouvé mes premiers triops, mes premiers crustacés fossiles. Voilà, et à partir de là, donc on a pu faire des chantiers de fouilles et là on a trouvé les insectes. C'est un peu miraculeux parce que des zones comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines d'hectares, j'ai envie de dire. Et puis là, on a fini par trouver là, quoi. Ah ben voilà. Voilà un beau triops. Donc les triops, c'est vraiment l'indicateur de vie de ces anciennes mares temporaires, donc très anciennes, qui permettent de témoigner d'un petit écosystème aquatique, et donc qui va jusqu'aux insectes. Et souvent, ces fonds de mare aussi, elles sont constellées de traces de pas, alors bien sûr d'autres arthropodes, mais également de reptiles. Donc bien, qu'est-ce que mangeaient les lézards ? Forcément, probablement des insectes. Donc si on trouve des traces de lézards, on va trouver ce qu'ils mangeaient aussi. Les insectes s'étendent et se diversifient en plus d'1 million d'espèces différentes. Au cours de notre évolution, ils représentaient parfois jusqu'à 80% des espèces vivantes. Difficile alors d'imaginer que notre ancêtre chasseur-cueilleur n'ait pas eu envie d'y goûter. Les insectes sont une ressource tellement abondante, tellement évidente, tellement, j'ai envie de dire, pratique, quand on commence à... Quand on les connaît, quand on est adapté à son environnement, on connaît forcément les insectes qui y sont associés. Et on peut très bien considérer que les insectes constituent une sorte de ressource clé. Et il est probable que l'homme préhistorique en ait fait un usage, j'ai envie de dire, immodéré. Et peut-être même que l'évolution de l'homme doit aussi un tribut à la consommation d'insectes. Manger des insectes serait ainsi un retour aux sources. En l'absence de preuves formelles, le comportement des primates fait valeur d'indice. Les saïmiris consomment les insectes comme des friandises qui leur apportent les protéines nécessaires, tandis que le chimpanzé, le singe dont nous sommes le plus proches, a même développé des outils pour atteindre les insectes les plus inaccessibles. Les insectes font donc partie depuis longtemps de notre alimentation. Mais en Occident, les nombreuses autres ressources disponibles ont eu peu à peu raison de cette habitude alimentaire. Au néolithique, l'homme se sédentarise et développe l'agriculture et l'élevage. Et c'est alors que notre relation avec les insectes s'est peu à peu dégradée. La Bible l'implique déjà dans 3 des 10 fléaux qui touchèrent l'Égypte. L'un des plus connus, la 8e plaie, évoque les sauterelles qui recouvrirent la surface de toute la terre et dévorèrent toutes les plantes et tous les fruits des arbres. Et quelques milliers d'années plus tard, l'image des insectes est toujours aussi stéréotypée.
Les insectes dérobent à l'homme le tiers de ses biens. On étudie l'ennemi lui-même. On mesure soigneusement ses réactions aux insecticides par des méthodes basées sur la radioactivité. Cet ennemi, il faut le tuer sous peine d'être tué. La guerre totale contre l'insecte, elle apparaît à la fin du 19e siècle avec les premiers insecticides, soit naturels comme la nicotine, soit, enfin toujours naturels d'ailleurs, les métaux lourds, l'arsenic par exemple. Et puis elle prend de l'ampleur après la Première Guerre mondiale, parce que c'est une vraie guerre à l'insecte, puisque ce sont les industries, notamment des gaz de combat, qui se sont recyclés en industrie insecticide. Et donc le DDT est aussi directement issu des méthodes de guerre, de prophylaxie de guerre. Voilà, donc c'est très récent, ce désir d'exterminer l'insecte. Avant, il y avait peut-être le désir, mais comme l'homme n'en avait pas la possibilité, finalement, il ne passait pas à l'acte. À qui la terre appartient-elle? À nos rivaux les insectes, qui répandent la souffrance et la mort, détruisent nos biens, dévorent la nourriture dont le besoin se fait si cruellement sentir? En fin de compte, qui seront les maîtres de la terre? Les insectes ou les hommes? Devenu ravageur, destructeur, coupable de dramatiques épidémies, l'homme s'emploie depuis à les détruire. Au point que l'on estime aujourd'hui que leur population a chuté de 80% en près de 30 ans. Première remarque pour le vieil entomologiste que je suis, on ne voit pas de bourdons. Il y a seulement 10 ou 15 ans, il y aurait eu 3, 4, 5, 10, 15 bourdons en train de butiner les fleurs. Ce qui montre que même dans mon jardin cultivé pour les insectes, ils disparaissent. Ils sont encore plus nombreux que dans les environs, mais ils suivent la même pente descendante, malheureusement. Les insectes, qui sont des petites bêtes, sont victimes d'une caractéristique de l'être humain qui est finalement de ne s'intéresser qu'à ce qui lui ressemble. Donc quand on arrive aux insectes, déjà on est dans le bas du tableau, mais même parmi ce bas du tableau, on voit très bien que les grands papillons colorés, que les beaux coléoptères aux couleurs chatoyantes, que les sauterelles et les criquets qui font de la musique, ou les libellules qui sont aussi très grandes, vont être plus populaires, et que évidemment tous ces petits trucs qui grouillent dans le sol, qui pourtant font un travail essentiel pour l'être humain, mais qu'on ne perçoit pas. Il y a une méconnaissance du fonctionnement des milieux qui fait qu'on ne voit que l'insecte qui nous embête, le moustique qui nous pique, la guêpe ou l'abeille qui nous pique, la chenille qui mange les choux, etc. Donc on a quelque sorte une schizophrénie du public avec des gens qui vont dire « Ah, j'aime les papillons », mais dès qu'il y a une chenille, qui vont traiter pour flinguer les chenilles. Pas de quartier donc pour l'insecte, qui va alors subir une véritable campagne de diffamation dans notre culture. Monstre terrifiant au cinéma. Objet de dégoût ou d'effroi, créature laide et sans valeur que nous pouvons exterminer sans l'once d'une culpabilité. Se nourrir d'insectes? Une vaste blague en Occident, comme dans cette célèbre séquence du film Indiana Jones et le Temple maudit. Donne-moi ta casquette. Pourquoi? Je crois que je vais vomir. Nourriture du pauvre ou réservée aux campagnards primitifs, manger des insectes prend souvent la forme d'un challenge, sous le regard mi-amusé, mi-dégoûté des spectateurs. Après des siècles de dénigrement, peut-on encore réhabiliter l'image de l'insecte? De l'autre côté de la chaîne, publicitaires et entreprises vont devoir faire preuve de créativité pour le rendre plus populaire. De la couleur, salut l'atelier. Un peu d'humour et un design moderne. En se faisant une place dans nos assiettes, l'insecte va peut-être enfin prendre sa revanche culturelle. Salut Pauline. La stratégie marketing initiale de Jimny's, ça a été tout de suite de confronter le consommateur à la réalité. C'est-à-dire que l'insecte, on n'a pas cherché à le cacher. On l'a assumé pleinement. Finalement, on se dit, bon, des crevettes, on mange des huîtres. Qu'est-ce qu'il y a de plus horrible visuellement parlant qu'une huître? Et ensuite,
on a dédramatisé, c'est-à-dire qu'on a adopté une communication, un ton de communication avec un wording et avec des expressions très très particulières. Si t'as le cafard, prends un criquet, viens donc prendre un verre, etc., etc., qui ont tout de suite placé le consommateur dans un contexte, je dirais, voilà, ludique, sympathique, et qui casse vraiment cette barrière. On n'a pas cherché à faire du greenwashing ou du « ah là là, vous allez tout de suite manger les insectes parce qu'en 2050, il n'y aura plus de nourriture, il faut commencer maintenant ». Voilà. On n'a pas eu ce discours alarmiste. Donc on a pensé à un marché où on est dans le partage, sur un moment ludique, fun, décomplexé, et on a décidé de se lancer sur l'apéritif. L'apéritif, parce que généralement on n'est pas tout seul à prendre l'apéro, c'est sympa, c'est fun. L'intérêt va être de faire en sorte que les jeunes générations qui n'ont pas encore ce blocage culturel et qui sont nées ou qui ont grandi avec l'idée qu'on peut manger des insectes, que ces jeunes générations commencent à en manger naturellement et petit à petit l'intègrent à leur alimentation quotidienne. Une fois qu'on a ouvert cette petite porte dans l'esprit du consommateur, c'est de faire en sorte qu'il y ait du réachat finalement. C'est-à-dire qu'on a lancé par la suite les barres protéinées, par exemple, donc, qui sont fabriquées à partir de poudre d'insectes cette fois-ci. Ensuite, on a continué avec des granolas, donc pour le petit déjeuner, pour le goûter, etc., etc. Et on a continué avec des magnifiques pâtes. Donc là, cette fois-ci, vous avez juste à manger vos pâtes, pas besoin d'ajouter de la viande, vous avez votre portion de protéines complète. Et demain, le futur de Jimny's, c'est ce qu'on appelle nous l'insteak. L'insteak, c'est finalement un substitut à notre bon vieux steak haché, fait à partir d'un mix de protéines d'insectes et de protéines végétales. Actuellement, le produit il est à l'étape de prototype, c'est-à-dire qu'il est déjà mangeable, on a déjà goûté, c'est assez sympathique, et du coup, nous, on espère le commercialiser à l'horizon 2020, parce que après l'avoir formulé, il va falloir le produire, et du coup, là, c'est toute une autre étape qui commence. Quand on a créé l'entreprise avec Bastien, il y avait vraiment tout à faire. On a cherché à sous-traiter dans un premier temps, parce qu'on n'avait aucune expérience dans l'agroalimentaire, et on n'a trouvé personne, parce que c'était trop nouveau. Comment faire tenir un assaisonnement sur un insecte, est-ce qu'il fallait les hydrater, est-ce qu'il fallait garder frais, etc., etc. Donc ça a été un vrai défi. Il a fallu établir des process, travailler avec des laboratoires de formulation qui nous ont accompagnés, travailler avec des organismes qui nous ont aidés à mettre en place des plans de maîtrise sanitaire, etc. On a dû faire appel à des professionnels qui ont adapté des machines à nos contraintes, donc notamment dans le cadre des insectes, c'est leur poids très très léger. Donc c'est pas tout à fait évident de packager des insectes qui sont aussi légers. On est vraiment sur du grammage très très bas, donc il y a tout à faire, il y a tout à inventer. Et évidemment, on a des coûts de production par conséquent qui sont assez élevés. Donc forcément, on ne réalise pas encore les économies d'échelle qu'on pourrait réaliser avec des plus gros volumes. On a commencé il y a 5 ans par quelques centaines de kilos. Aujourd'hui, on est à plusieurs dizaines de tonnes par an. Donc forcément, on fait baisser ces coûts de production et ça va se ressentir également dans le prix d'achat en fait, en magasin, puisque les produits ont déjà baissé, en fait, les prix ont déjà baissé beaucoup et vont continuer à le faire. Il y a vraiment un développement fort de ce marché qui fait plus que doubler de taille chaque année depuis à peu près 5 ans. Si les entreprises semblent confiantes, il reste malgré tout quelques difficultés à surmonter pour cette industrie en devenir. Ce qui reste quand même problématique, à mon sens à moi en tant qu'entomologiste, c'est la rentabilité du procédé. C'est-à-dire que oui, on peut produire des protéines servant à l'alimentation humaine via les insectes. Maintenant, à quel coût? Et est-ce que ce coût sera compétitif avec d'autres sources de protéines? C'est là que se situe le nœud du problème. En ce moment, nous sommes parvenus à un équilibre financier, c'est-à-dire que nous ne perdons pas d'argent, mais nous n'en gagnons pas non plus. Il y a des grillons thaïlandais qui arrivent sur le marché européen. L'élevage de grillons en Thaïlande est beaucoup plus expérimenté, car c'est une industrie ancienne là-bas. Ils sont en mesure de vendre les grillons moins chers qu'ici en Europe. Et maintenant, ils vendent aussi de la poudre ou des produits à base de grillons moins chers sur le marché européen. Et c'est pour ça qu'on doit s'adapter à ça et baisser nos prix. Et les entreprises doivent aussi tout inventer
et investir beaucoup d'argent sans garantie de pouvoir un jour produire à grande échelle. Car l'administration française reste frileuse et seuls les insectes entiers sont pour l'instant commercialisés pour l'alimentation humaine. La France attend une analyse scientifique complète pour donner son feu vert aux aliments à base d'insectes en poudre, tels que la farine ou les pâtes. Les fonctionnaires, évidemment, de l'État qui sont habilités justement à faire appliquer tel ou tel règlement, prendre telle ou telle décision concernant l'intégration de nos aliments, sont des humains comme vous, comme moi. Et par conséquent, on peut imaginer qu'il y a quelques réticences aussi personnelles à l'idée de se dire bon, les insectes, c'est un peu dégoûtant, etc. Ça doit être un peu cracra. C'est des produits de tiers-monde. On va interdire sans aucune réflexion plus en avant. Bien entendu, ça ne nous aide pas, ça c'est clair. Mais on peut se dire raisonnablement que l'estomac, le métabolisme d'un Belge qui a autorisé les insectes, la Belgique qui a autorisé les insectes depuis 2013, n'est pas vraiment différent de notre estomac de bon français. Par conséquent, il n'y a absolument aucune raison qu'en Belgique, ça soit en supermarché, aucun problème, en Espagne aussi, un peu partout, et qu'en France, on se dise « ah ben non, c'est dangereux ». Face à cet embargo, les entreprises françaises se tournent donc vers un autre marché, où la loi se veut plus clémente, celui de l'alimentation animale. Car nos animaux d'élevage consomment beaucoup de ressources. Près du quart des poissons pêchés chaque année leur sont destinés, tandis que 33% des terres cultivables de la planète sont utilisées pour produire leur alimentation. Il y a 60 ans en arrière, quand mon beau-père a commencé la pisciculture, il n'y avait pas de fournisseur d'aliments. Donc comment il faisait pour nourrir ses truites? Il faisait l'équarrissage. Il se baladait, Ardèche, Haute-Loire, Drôme, de jour, de nuit, soir, week-end, voilà. Il récupérait les bêtes. Celles qui étaient en bon état, il y avait des bouchers qui dépeçaient, dénervaient, machin. Il moulinait tout ça, il balançait aux truites telles quelles. Et puis celles qui étaient un peu plus abîmées, il mettait les mouches dessus, ça faisait des asticots. Et à mon avis, ils ne partaient pas tous à la pêche, les asticots. Donc l'élevage de mouches pour nourrir des truites, à mon avis, on n'invente rien, ça existe depuis très 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 longtemps. La problématique de la farine de poisson sur le poisson d'élevage, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas le droit d'utiliser autre chose. Les protéines issues d'animaux terrestres, c'est interdit depuis la crise de la vache folle. Et donc la seule protéine animale qu'on peut introduire dans un aliment qui est destiné à un poisson qui est un carnassier, il ne faut pas l'oublier, c'est de la farine de poisson. Donc certes, on nous jette la pierre comme quoi c'est certes utiliser de la ressource marine pour produire du poisson, mais au jour d'aujourd'hui, légalement, on n'a pas le droit d'utiliser grand-chose d'autre. Donc on est un peu dans une impasse. Du coup, c'est pas plus idiot d'élever de la mouche pour ensuite nourrir les truites avec. Et effectivement, ça permettra de baisser un petit peu la pression sur les ressources marines. Maintenant, il ne faut pas perdre de vue que ces ressources marines, on en est certes dépendant, mais qu'on n'a pas le choix. Pour l'instant, on n'a pas vraiment autre chose à proposer en face. Cette démarche-là a conduit à la prise de contact avec Christophe Trespeuch de Butatech pour trouver des larves vivantes dans un premier temps. Dans cette ferme pilote, de nombreux espoirs reposent sur un petit insecte, la larve de mouche soldat noir. Ici, Christophe et Jérôme se sont lancés dans l'élevage de cet insecte tropical, présent aujourd'hui sur tous les continents, et qui a la particularité de se nourrir naturellement de résidus en décomposition. Le projet qu'on essaie de mettre en œuvre ici, en fait, s'inspire de ce qui se passe dans la nature. On fait du biomimétisme. Dans la nature, quand vous avez des déchets organiques, des fruits qui tombent par terre ou des choses comme ça, effectivement, vous avez des larves, des vers qui se mettent dedans, des asticots qui se mettent dedans et qui consomment ce fruit pourri qui est en train de pourrir par terre. Et puis, quelques temps après, il y a un oiseau qui vient manger la larve, et puis encore une fois, un peu après, il y a un animal qui mange l'oiseau, etc., etc. Donc nous, on essaie de reconstituer ça. Le projet, c'est de collecter des déchets ou des résidus ou des coproduits organiques, agricoles, végétaux. Donc c'est pour des fruits avariés, des écarts de production, des épluchures d'usines de jus de fruits, de ce genre de choses, pour les donner à alimenter à des larves d'un insecte particulier, qui est la mouche soldat noir, qui est en fait un gros asticot, de telle façon à ce qu'effectivement cette larve va digérer ces résidus, et nous après on va récupérer les larves,
les transformer en produits utilisés pour l'alimentation animale, en particulier en aquaculture, donc les poissons et les volailles. Donc on essaie de reconstituer effectivement en grand, en production significative, ce qui se passe dans la nature, de façon à limiter ou à rentrer dans un cercle vertueux d'économie circulaire. En fait, on a mis en parallèle 2 bassins d'élevage qui sont dans les mêmes configurations, c'est-à-dire qu'on a 2 bassins de 4 mètres cubes avec 1 litre seconde de débit qui circule dedans, avec le même nombre de poissons au départ, qu'on a pesé au préalable pour évaluer en fait, le gain de croissance de chaque aliment. Et donc on compare l'aliment qu'on utilise habituellement, qui est notre aliment bio, 50 à 60% de farine de poisson, 50% le reste en céréales, et on le met en face d'un aliment qui est formulé avec une partie de farine de mouche soldat noir en remplacement de la farine de poisson. Et donc l'objectif, c'est de voir si l'aliment qui contient de la mouche est plus performant ou moins performant que notre aliment habituel, dans nos conditions d'élevage habituelles. Et donc au bout de 2 mois, 2 mois et demi, on va faire un comparatif, on va voir l'indice de conversion de l'aliment, quelle quantité d'aliments on a distribué pour obtenir quel gain de croissance, quelle quantité de poissons produits. Et ensuite, il y a une phase où on va faire déguster nos poissons par des chefs étoilés. Le but étant de voir s'il y a une différence en termes de qualité organoleptique, donc saveur, texture, couleur, voilà, s'il y a un impact de l'aliment sur les qualités organoleptiques du poisson. Voir si ça change quelque chose ou pas. En plus ou en moins, ou... voilà, à suivre. Ici, on est dans l'atelier de reproduction, où on élève les adultes et où on récupère les œufs pour alimenter l'autre partie de l'élevage. Et donc, on reçoit ici des larves qui se transforment en ce qu'on appelle une pupe, c'est-à-dire la larve s'immobilise, se durcit, noircit, et elle reste une dizaine de jours avant de faire sa mue, c'est-à-dire où la mouche adulte émerge de la larve. C'est vraiment l'endroit un peu intime de l'élevage, sur lequel effectivement on porte beaucoup d'efforts pour arriver à le maîtriser, mais bon, ça se passe assez facilement et assez bien. Je dirais que tout tourne autour de la maîtrise de l'élevage sur des quantités importantes, puisque nous, ce qu'on essaie, c'est de faire des productions significatives, donc on est forcément sur des grandes quantités, avec les maladies, les cycles, voilà, les aléas de choses qui se passent, on ne sait pas toujours exactement pourquoi. Tous les autres élevages, bovins, caprins, volailles, c'est séculaire, quoi. Il y a des centaines d'années d'expérience, plus j'ai au moins 40 ou 50 ans d'expérience vraiment très scientifique, très pointue. Nous, on invente tout, quoi. Donc il faut tout réinventer depuis le départ, et on a quelques années pour le faire. Le succès de l'élevage d'insectes repose sur ce sens de l'observation et sur cette capacité à se rendre compte: est-ce que les animaux vont bien? Est-ce qu'il y a un problème particulier? Est-ce qu'éventuellement il peut y avoir un parasite? Certains parasites peuvent être détectés à l'œil nu. On se pose les mêmes questions que dans l'élevage classique, et ça va également à la question du bien-être animal, qui est une question émergente dans le domaine de l'élevage. On n'est pas soumis aux mêmes contraintes réglementaires. Effectivement, on ne peut pas comparer un asticot avec un oiseau ou avec un mammifère supérieur. On a une équipe ici d'entomologistes, donc on a aussi discuté ensemble sur la question de la sensibilité ou de la sensibilité à la douleur. Donc aujourd'hui, c'est un sujet qui est regardé et très honnêtement, qui n'est pas un sujet central au moment de l'émergence de ce type de filière. En France, le statut de l'insecte reste juridiquement flou. Des lois existent pour encadrer de manière stricte l'élevage et l'abattage des animaux destinés à l'alimentation, mais sont-elles vraiment adaptées à ces êtres indéchiffrables? Et si à l'avenir, les aliments à base d'insectes sont produits à grande échelle, quel traitement administratif, sanitaire ou éthique sera réservé à un animal qui ne bénéficie d'aucun statut, d'aucune place dans notre société? Dans le cadre d'une utilisation massive des insectes dans l'alimentation animale et humaine, donc on aura des élevages de même type que les élevages
industrielle de cochons, par exemple, avec les problèmes éthiques qui peuvent se poser. Alors, c'est quand même assez différent pour les insectes, puisque la notion, par exemple, de surface minimum pour qu'ils puissent se développer n'a pas lieu d'être pour beaucoup d'espèces. Ce qui peut poser problème, ça va être plutôt les techniques de mise à mort, qui, là, sont assez... peuvent être assez quand même violentes, puisque traditionnellement, par exemple, quand des civilisations qui continuent à utiliser traditionnellement les insectes les cuisinent, c'est exactement comme nous avec le homard, c'est-à-dire on les met vivants dans l'huile bouillante, quoi. Donc il n'y a aucune éthique de la mise à mort traditionnelle. Donc c'est là qu'il peut y avoir et à la fois des règlements mis en place et à la fois des avancées scientifiques. L'émotion chez les insectes est un thème de recherche et de débat émergent. On oscille en permanence entre deux points de vue opposés qui sont un anthropomorphisme qui nous font considérer les insectes comme ayant les mêmes sentiments que nous. Donc ça va donner, effectivement, les insectes ont peur, les insectes ont de la joie, l'amour maternel chez les insectes qui soignent leurs larves, etc. Et de l'autre côté, on a l'insecte machine pur, l'animal machine de Descartes, où là, on a un animal qui ne réagit qu'à ses instincts. Chez les insectes, par exemple, vous prenez un animal qui a un phototropisme positif, donc qui est attiré par la lumière, par exemple une chenille, vous la mettez dans un tube à essai en verre, vous la mettez en plein soleil, elle va grimper en haut du tube et elle va rester en plein soleil jusqu'à en mourir. Elle ne fera pas demi-tour pour aller se mettre à l'abri en bas. Donc certains entomologistes disent, vous voyez bien qu'il n'y a pas de douleur puisqu'elle est incapable de réagir. Ceux qui sont pour les émotions, etc., vont dire, oui, mais dans la nature, il n'y a jamais eu de tube à essai. Donc il n'y a pas eu d'évolution qui a permis à l'animal de comprendre que là, c'est une impasse et qu'il faut faire demi-tour. On voit bien dans les maisons, les insectes vont buter sur les vitres, parce qu'il n'y a pas de vide dans la nature, donc pour eux, c'est le plus lumineux, donc normalement, c'est là qu'il y a le passage libre. Les insectes, certains insectes, en tout cas chez l'asticot, c'est prouvé, ils ont des sortes de neurones qui sont équivalents à ceux qu'on a, qui conduisent la sensation de douleur dans notre système nerveux à nous. Donc, l'insecte ressent quelque chose qui correspond à la douleur chez l'homme. Est-ce qu'on peut l'appeler de la douleur? Le débat est toujours ouvert et à mon avis est loin d'être tranché, puisque comme on ne peut pas faire parler l'insecte qui nous dise ce qu'il ressent, ce ne sont que des interprétations et comme on sait, les interprétations sont toujours sujettes à débat. On a longtemps pensé que les insectes, tels que les abeilles, n'avaient pas de neurorécepteurs, qu'il s'agissait davantage d'un réflexe, comme une réaction à une blessure potentielle. Il y a donc des études, comme par exemple celle de Carl von Frisch, récompensé par un prix Nobel, qui prétend que lorsqu'une abeille se nourrit de nectar, vous pouvez prendre une paire de ciseaux et couper son abdomen et elle ne répondra même pas à ce stimulus. Donc cela suggérait non seulement qu'il n'y avait pas de douleur, mais qu'il n'y avait pas même de réflexe comme réponse à cette blessure. Bien sûr, tout ça n'a pas de sens. Quiconque a déjà vu un insecte, une sauterelle ou même un ver de terre empalé sur un hameçon saura qu'il réagira à ce type de traitement avec autant de vigueur qu'un être humain pourrait avoir s'il était transpercé par un hameçon. Donc, il y a clairement des neurorécepteurs. Ça, on peut en juger par la façon dont l'animal a l'instinct de s'éloigner d'un stimulus potentiellement dangereux. Il faut savoir que lorsqu'une abeille est attaquée, elle émet une phéromone d'alerte. Ainsi, si la ruche est attaquée, certaines abeilles l'enregistreront et émettront un message dans l'air qui dit aux autres abeilles qu'il y a une menace. Nous sommes attaqués, et qui provoquera une contre-attaque des autres abeilles pour neutraliser la menace potentielle.
Donc, ce qu'on a compris, c'est que si les abeilles sont exposées à cette phéromone d'alerte, elles sont en fait moins susceptibles d'avoir une douleur comme réponse. Car il semblerait qu'elles inondent leur système d'un antidouleur interne après avoir perçu la phéromone d'alerte. Et bien sûr, cela indique qu'il existe une sorte de conscience d'une menace de blessure, mais que cette peur potentielle est immédiatement atténuée par une substance endogène qui fonctionne comme un antidouleur. L'Architka s'est spécialisé dans les comportements du bourdon. Avec son équipe, il cherche à mesurer les capacités cognitives de l'insecte. Bienvenue au laboratoire des bourdons. Ici, vous pouvez voir de jeunes scientifiques au travail et des bourdons qui s'entraînent. Dans la nature, le nid se situe dans une cavité, un trou de souris abandonné par exemple, où une seule reine commence à pondre et à élever les jeunes. Une fois qu'elle aura pondu quelques ouvrières, ces dernières s'occuperont de chercher de la nourriture. Ce tunnel est l'équivalent du tunnel d'un trou de souris dans la nature. Et ces boîtes, nous les appelons arènes de vol. C'est là que nous présentons divers types de fleurs artificielles ou des puzzles que les bourdons doivent résoudre. Ici, les bourdons apprennent à compter, à manipuler des objets simples et à résoudre des énigmes. Et ils se révèlent incroyablement intelligents, non seulement capables de trouver des solutions, mais aussi de les transmettre à leurs congénères pour qu'ils puissent en profiter. C'est au cours d'une de leurs nombreuses expériences que les scientifiques font une découverte surprenante. Nous avons donc commencé à nous intéresser à ce sujet lors d'une étude où nous exposions les bourdons à des simulations d'attaques d'araignées. On pourrait penser qu'après l'attaque d'une araignée, le réflexe basique d'un insecte serait simplement de percevoir l'attaque, puis de prendre la fuite, et ça s'arrête là. Mais ce que nous avons trouvé à la place était que tout le comportement des bourdons avait changé après l'attaque d'araignées-crabes, et qu'ils ne se sont pas simplement éloignés de la fleur, mais qu'ils volaient ensuite plus lentement et inspectaient chaque fleur très attentivement avant d'atterrir. Et ce changement de comportement a duré plus de 24 heures après une attaque, donc de façon durable. De plus, ils n'inspectaient pas seulement la fleur plus longtemps, mais se comportaient également comme s'ils voyaient des fantômes. Lorsqu'ils inspectaient la fleur, même sans araignée-crabe, ils s'envolaient à nouveau, comme s'ils pensaient « ça n'a pas l'air très sûr ici ». Et cela indiquait déjà que leur comportement avait changé de façon durable à la suite d'une expérience effrayante, ce qui correspond plus à un état émotionnel comme chez les vertébrés ou les humains, alors qu'au premier abord, on pensait que les insectes avaient seulement des réflexes basiques. Il n'y a aucun moyen de juger objectivement les émotions, même entre humains. Donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est mesurer une variété de comportements observables qui seraient indicatifs d'états émotionnels. Mais le jugement est toujours indirect. C'est pour ça que plus nous pourrons accumuler de preuves à la fois sur la psychologie, le comportement, ainsi que sur la physiologie, la neurologie ou les hormones, plus nous aurons une idée précise de l'étendue de leur capacité émotionnelle. Face à cette étonnante hypothèse, les scientifiques ont développé une nouvelle expérience. Ils ont placé 2 simulacres de fleurs. Une bleue, sur laquelle les bourdons trouveront une eau contenant 30% de sucre, et une verte, où il n'y aura que de l'eau. Puis ils ont entraîné leurs bourdons à mémoriser les 2 fleurs. Les bourdons se ruent sur la bleue et délaissent peu à peu la verte. Enfin, les scientifiques disposent d'une fleur intermédiaire à mi-chemin entre la fleur bleue et la fleur verte, de couleur turquoise. Devant cette alternative, les bourdons hésitent, ne sachant si cette étrange fleur peut leur offrir de la nourriture, et abandonnent rapidement. C'est alors que les scientifiques offrent de l'eau sucrée à une partie des bourdons,
avant de les laisser entrer dans la boîte. Ici, le bourdon se rue sur la fleur bleue, dédaigne la verte et essaie immédiatement la nouvelle fleur turquoise. Tous les bourdons ayant reçu cette friandise inspectent sans hésiter la nouvelle fleur. L'eau sucrée les aurait ainsi rendus plus optimistes. Même si la notion d'émotion est à prendre avec des pincettes, les insectes ne seraient pas les robots stupides que nous imaginions. Intégrer les insectes à notre nourriture s'inscrit donc parmi les différentes alternatives possibles pour réduire notre impact sur l'environnement et répondre à l'urgence alimentaire. Mais il est nécessaire d'adopter rapidement une position morale claire vis-à-vis de l'insecte, de reconnaître enfin son utilité, son intelligence et sa beauté. Car dans notre assiette, c'est aussi notre rapport à la nature qui se joue.